la liberté. Salut les enfants et bienvenue dans un nouvel épisode du balado de Nature Mag Junior. Je suis votre ami l'ours blanc. On me surnomme l'ours polaire. J'adore parcourir le Canada pour parler de notre si belle planète, la planète Terre. C'est parti pour l'aventure! Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer la tortue des bois. Elle se trouve présentement dans un refuge. Alors, nous allons lui parler à distance. Merci la technologie. Allô, allô, tortue des bois? Je suis bien content de t'entendre. J'ai appris que tu étais dans un refuge car tu avais mangé du plastique. Alors, avant de parler du sujet du jour aux enfants, dis-nous comment tu vas. Bonjour à vous, les enfants. Et bonjour, Monsieur l'ours. En effet, j'ai malheureusement avalé des microplastiques, ce qui m'a provoqué des problèmes au ventre. Ça fait très mal. Cela arrive quand on mange quelque chose qu'on ne peut pas bien digérer. Mais ne vous inquiétez pas, je vais beaucoup mieux depuis que je suis arrivé dans le refuge. Ici, on s'occupe bien de moi. Je dois quand même dire que mon habitat naturel et ma famille me manquent. Mais je serai bientôt de retour parmi eux et en meilleure santé. C'est tout ce qui compte. Oui, comme on dit, la santé avant tout. En tout cas, on est heureux de t'entendre ici. Ce que tu nous racontes là montre bien que la pollution a un impact direct sur nous, les animaux, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Les conséquences sont parfois très lourdes, que ce soit dans notre manière de vivre, de se nourrir, de se reproduire. Mais ça touche aussi les plantes et l'ensemble des végétaux. Pour faire simple, que ce soit pour la faune ou la flore, la pollution est bel et bien néfaste. Eh oui. Dis-moi, tortue, la pollution, elle nous atteint comment exactement? Pour les espèces aquatiques comme moi, c'est particulier. Déjà, les milieux humides tels que les prairies, marécages ou encore les marais agissent comme des éponges qui absorbent et accumulent aussi les polluants provenant de l'eau, du sol et de l'air. Et en plus, la situation empire à cause de la hausse de la température et du niveau d'acidité de l'eau. Ah oui, on en avait un peu parlé avec le beluga et la renarde polaire l'autre jour. Malheureux réchauffement climatique. Et pour la flore, c'est-à-dire les espèces végétales, comment ça se passe? Pour certaines espèces, c'est plus facile de s'adapter que pour d'autres. Elles arrivent à s'acclimater et à tolérer les changements dans l'environnement. Ainsi, on appelle les plantes qui arrivent à bien s'adapter dans un écosystème des espèces exotiques. Car elles ont été transplantées là par l'humain. Je vais vous expliquer plus en détail. Si les ressources naturelles étaient un gâteau, ces espèces exotiques prendraient une part bien plus grande, car elles sont très compétitives. Alors que les espèces natives, qu'on appelle aussi espèces indigènes, évoluent beaucoup plus lentement. Les espèces natives sont présentes dans leur habitat naturel et elles n'ont jamais changé d'endroit. Elles mettent donc plusieurs années à s'adapter à un nouvel environnement et peuvent même devenir plus fragiles. Es-tu en train de me dire qu'elles perdent du terrain? Exactement! Et les espèces les moins adaptées finissent par laisser leur place à celles qui sont plus fortes, au risque de disparaître. Je comprends mieux maintenant. On dit souvent que la vie est un parfait équilibre de plein de choses. Mais alors, tortue, dis-moi, si des espèces disparaissent comme ça, est-ce que ça aurait un impact sur toi? Ou même sur moi? Bien vu, l'ours. En fait, nous sommes tous liés. C'est le principe de la chaîne alimentaire. Je vais vous l'expliquer avec un exemple. Le renard mange le lapin, ce qui veut dire qu'il en dépend pour sa survie. Le lapin, lui, se nourrit d'herbe et donc dépend de cette nourriture végétale. En fin de compte, le renard dépend indirectement de l'herbe dont se nourrit le lapin. Ah oui, je vois. C'est comme les maillons d'une chaîne. Tout est lié. Mais attention, les amis, c'est pas si simple quand même. La chaîne alimentaire permet juste d'expliquer les liens entre les êtres vivants dans un environnement donné. À la base, nous avons les plantes qui sont des producteurs primaires
Elles produisent leur propre nourriture grâce à la lumière, le dioxyde de carbone, le CO2, les minéraux et bien sûr l'eau. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc, c'est le soleil qui permet aux plantes de vivre. C'est ça? C'est leur nourriture, en quelque sorte? Tout à fait. Mais c'est un élément important parmi les autres. Nous avons les herbivores qui ne mangent que des plantes. Et finalement, il y a les carnivores qui ne mangent que les animaux. Il y a aussi des omnivores qui peuvent manger des végétaux et des animaux. Mais on ne veut pas trop te compliquer les choses. Alors, c'est un peu comme une ligne droite qui classe les animaux du plus petit au plus grand en fonction de leur régime alimentaire, finalement. Il suffirait de le consulter pour savoir ce qu'il y a au menu aujourd'hui. Eh bien non, figure-toi. La chaîne est plutôt décrite comme un réseau trophique. Aïe aïe, c'est bien plus compliqué que ce que je m'imaginais. Oui, mais vous allez très vite comprendre ce que veut dire réseau trophique. C'est constitué d'une multitude de pyramides. Par exemple, pour l'ours polaire, il suffit d'imaginer une pyramide avec plusieurs niveaux. OK? OK. Les producteurs primaires se trouvent en bas de la pyramide. Ils s'appellent les producteurs autotrophes. Ça veut dire qu'ils produisent leur propre nourriture en utilisant des éléments très simples, comme le dioxyde de carbone, le CO2, l'eau, O2, et la lumière. Ouais, je comprends. Donc eux, ce sont les végétaux et les algues. Puis ensuite, juste au-dessus de ça, il y a les consommateurs qui mangent les producteurs qu'on vient d'évoquer. Il existe plusieurs types de consommateurs. Tu me suis jusque-là? Monsieur Loss? Je pense que oui. Continue, les enfants et moi, on t'écoute. Très bien. Donc, au-dessus de ces consommateurs, arrivent les prédateurs. Comme toi, par exemple, l'ours. Ou alors les consommateurs finaux, comme les humains et vous, les enfants, qui êtes au sommet de la pyramide. Et à la toute fin, arrivent ce qu'on appelle les décomposeurs. Ce sont les bactéries, des champignons qui décomposent les structures de tous les organismes vivants. Ah bon? Quand ils meurent, les nutriments produits sont absorbés par la terre et par les plantes. Ces mêmes plantes qui sont des producteurs dont on a parlé plus tôt. Et ensuite, le cycle recommence. T'as vu? La boucle est bouclée. J'espère que c'est plus clair maintenant. Oh, wow! C'est incroyable comme la nature est bien faite. Grâce à la tortue et ses super explications, je pense que nous avons tous compris le fonctionnement de la chaîne alimentaire, qui n'est pas vraiment une chaîne finalement, mais une dépendance entre toutes les espèces, comme une toile d'araignée. Oui, je vois que tu as bien compris, l'ours. Et j'espère que vous aussi qui nous écoutez. En tout cas, je suis bien content d'être un consommateur final et de ne pas avoir de prédateurs. Tu sais que ce n'est pas toujours un avantage. Les animaux qui sont au sommet de la pyramide comme toi, l'ours blanc, ou les humains, par exemple, se nourrissent bien souvent d'animaux contaminés qui ont mangé d'autres organismes contaminés, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la bioaccumulation de substances toxiques. La bioaccumulation? Mais qu'est-ce que c'est exactement? Je vais te simplifier ça. Dans une chaîne alimentaire, des polluants peuvent s'accumuler dans les organes des êtres vivants. À chaque fois qu'un être vivant en consomme un autre, ces substances toxiques augmentent au fur et à mesure dans son corps. Bien entendu, c'est chez les consommateurs finaux, au sommet de la pyramide, comme les hommes, les gros poissons ou les ours blancs, que l'on trouve la plus grande concentration de polluants, car ils les auront accumulés en mangeant ou en buvant d'autres organismes, par exemple. Je comprends mieux. Merci encore d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pendant ta guérison, Tortue. Je te souhaite un bon rétablissement et j'espère que la prochaine fois, on pourra se voir pour de vrai. Moi aussi. C'était un plaisir, Monsieur l'ours. Mais dis-moi, où vas-tu amener les enfants la prochaine fois? Notre prochain invité viendra tout droit du Québec et nous parlera des déchets. Mais ça, c'est pour la prochaine aventure, les enfants. À bientôt! Et les amis, on ne se décourage pas. D'ailleurs, souvenez-vous de cette petite ritournelle qui peut nous aider à sauver la planète. Hey
les enfants, ça vous dirait de devenir écolo? Oui, voici les 6 trucs pour sauver la Terre. Ils se nomment les 6 R. Recycler, refuser, réduire, réutiliser, réparer, repenser. Et c'est parti! Quand on dit être écolo, c'est qu'on veut sauver la planète. Tu te demandes comment tu peux faire. Il te suffit de poser les beaux gestes. C'est toujours mieux de repenser. Notre planète doit être préservée. Tu peux changer tes habitudes. Et ensemble, on va y arriver. Une lettre et 6 mots, c'est simple d'être écolo. Quand tu doutes comment faire, c'est la chanson des 6 R. Une lettre et 6 mots, c'est simple d'être écolo. Quand tu doutes comment faire, c'est la chanson des 6 R. Merci pour votre écoute et laissez-nous savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aimer, partager ou réécouter cet épisode ou les autres de cette série. Le balado Nature Mag Junior est tiré du magazine du même nom, édité par La Liberté. Cet épisode a été écrit par Fanny Demeuzy et Jean-Baptiste Gauthier, sous la direction scientifique d'Ibrahima Diallo, et la direction générale de Sophie Gaulin et Lisiane Romain. Merci à Daniel Bahuot et Jean-Pierre Parenti d'avoir prêté leur voix à nos personnages. Conception sonore, Mehdi Beredad et Jonathan Sema. Montage, Rémi Chevalier et Jonathan Sema. Conception visuelle, Chantal Piché et Abdelhamid Souissi. Ritournelle écrite par Mathieu Casalet-Lacoste et Gauthier Calon avec l'appui de Normand Dugas. Composition de mélodie et voix, Marie Jo. Composition de mélodie, montage et réalisation de la Ritournelle, Normand Dugas. Trame musicale, Artlist. Ce projet audio a été rendu possible grâce au Fonds d'appui stratégique aux médias communautaires, offert conjointement par le Consortium des médias communautaires de langue officielle et le gouvernement du Canada, et grâce au Fonds de développement économique francophone de l'Ouest canadien.